Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir encore pour cette dernière communication de ce sommet du manager influent 2023. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin et nous sommes en train d'amorcer la descente de cette journée excitante que nous avons eue, cette journée pleine d'enseignements, cette journée de croissance, cette journée pour développer notre leadership. J'aimerais vraiment, avant d'entrer dans le thème de cette conférence finale, vous remercier pour votre fidélité, vous exprimer toute ma gratitude pour tout l'engagement que vous avez donné à investir de votre temps au cours de cette journée pour devenir des bons leaders. J'aimerais vraiment remercier aussi toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour faire les panels, pour faire les communications, pour faire les différentes conférences et pour aborder ces deux gros sujets que nous avons vus durant cette journée, à savoir toutes ces techniques qui vont favoriser le bien-être dans notre environnement de travail, mais aussi toutes ces ressources que nous pouvons mettre à contribution pour devenir excellents. Parce que l'objectif, c'est de conjuguer bien-être, mais aussi d'atteindre les objectifs et être excellent. Et John Maxwell disait à juste titre que dans une organisation, il y a deux choses qui font la grandeur des organisations. La première des choses, c'est l'ensemble mission, vision, valeur et culture qui va faire que une organisation sera grande et performante. Et la deuxième chose, c'est le niveau de leadership des membres de l'organisation. Bien sûr, selon la philosophie que nous avons du leadership, tous les membres d'une organisation, du plus grand hiérarchiquement jusqu'au plus petit, devraient cultiver, développer leur capacité de leadership. Tout le monde devrait être des leaders. Et j'en tiens pour preuve un excellent livre, justement, que je vous conseille, Le leader sans titre, qui est un excellent livre qui parle de cette philosophie-là même du leadership qui n'est pas liée au titre, mais qui est liée à la capacité que l'on a de se développer pour influencer les autres. C'est vrai que tout le monde dans une organisation devrait développer son leadership, mais spécialement ceux qui sont à des fonctions d'encadrement, parce que c'est ceux-là même qui ont un peu plus d'influence sur les autres. Et c'est pour cela aussi que j'aimerais aborder justement au cours de cette dernière conférence un sujet qui va nous permettre en fait de rendre toutes ces personnes qui sont dans ces positions d'encadrement un peu plus compétentes, un peu plus influentes, un peu plus inspirantes. Et c'est pourquoi je voudrais parler de ce thème-là qui est le leader inspirant, motiver et élever les équipes vers l'excellence. Le leader excellent, le leader inspirant, motiver et élever les équipes vers l'excellence. Ce sera l'occasion, au travers de cette dernière conférence de ce SMI 2023, de pouvoir développer en fait un ensemble d'aptitudes que les leaders aujourd'hui, je parle de personnel d'encadrement, devraient avoir pour pouvoir être des catalyseurs, pour pouvoir être des catalyseurs de transformation, pour pouvoir être des personnes inspirantes, des personnes qui engagent leur équipe et qui mobilisent en fait toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition pour atteindre la performance. Parce que n'oublions pas, il ne faut jamais oublier l'objectif d'une organisation qui est d'atteindre un but, qui est de pouvoir servir une communauté. Et pour pouvoir le faire, il faut pouvoir rechercher la pérennité. Et pour pouvoir être pérenne, il faut être performant et rentable. Et ça aussi, c'est une chose qui est dévolue au leadership parce que c'est par un leadership efficace qu'on peut rendre une organisation viable. Alors, j'aimerais revenir encore, je pense que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit au cours des conférences, des panels et de toutes les communications qu'on a eues lors de cette journée, parce que le thème de notre SMI, l'art du leadership humaniste, peut laisser croire que tout ce qu'on recherche, en fait, c'est de faire bonne presse, c'est de faire bonne figure, c'est de donner une impression
on veut se jouer les gentils et qu'il y a des méchants. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit encore une fois de plus de leadership bienveillant. Et il s'agit de surtout préciser que quand nous parlons de leadership bienveillant, humaniste, inspirant, ce n'est pas juste des philosophies pour avoir une bonne réputation ou pour faire bonne presse ou pour avoir une bonne conscience. C'est une approche qui est rentable. C'est une approche qui rend des organisations prospères. J'en veux pour preuve une étude de Gallup qui dit que les équipes dirigées par des leaders inspirants affichent une augmentation de 21% de la rentabilité par rapport à celles dirigées par des leaders moins engageants. En un mot, quand on a à la tête des organisations des leaders inspirants, ces organisations sont à même de produire un peu plus de bénéfices, sont beaucoup à même de produire de la rentabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Ces leaders-là, inspirants, bienveillants, humanistes, engageants, ce sont des gens qui font ce que John Maxwell appelle faire passer du je au nous. John Maxwell dit que le chef, c'est celui qui dit je, mais le leader, c'est celui qui dit nous. Et être un leader inspirant, c'est savoir faire en sorte qu'on ne parle pas d'individualité, mais qu'on puisse emmener la collectivité à pouvoir porter en fait l'objectif de la rentabilité. Alors, la manœuvre d'un leader inspirant, elle est simple. Il va mettre son focus à faire grandir les équipes. Et quand on parle de faire grandir les équipes, quand on parle de création de richesse, il faut savoir que en fait, la création de richesse, c'est la combinaison de 3 ressources. Tout homme a ces 3 ressources à sa disposition. Ces 3 ressources, c'est quoi? C'est le temps, c'est les idées et c'est le relationnel. Voici les 3 ressources qui créent de la richesse. Le temps, les idées et le relationnel. Et si vous regardez bien, sur ces 3 ressources, il y a 2 sur 3 il y a 2 de ces 3 ressources qui concernent les gens, qui concernent les personnes. Donc, si vous savez inspirer, si vous savez tirer les idées des autres, si vous savez les engager, vous allez justement tirer parti de ces ressources-là et créer de la richesse. Et c'est pourquoi, justement, Ronald Reagan dit que le plus grand leader n'est pas nécessairement celui qui fait les plus grandes choses. C'est pas celui qui est le plus intelligent. C'est pas celui qui est le plus charismatique. C'est pas celui de qui toutes les idées viennent. C'est pas celui qui a toutes les compétences. Mais c'est celui qui fait faire les grandes choses aux autres. C'est celui qui sait faire passer le jeu au nous. C'est celui qui sait inspirer, qui sait motiver, qui sait élever, qui sait faire grandir. Mais comment est-ce qu'on devient ce leader inspirant? Vous allez me poser la question. Et ça me rappelle une anecdote que John Maxwell, mon mentor, racontait dans un de ses livres. Il dit qu'il allait faire une conférence ou bien une formation, je ne sais plus trop, sur son excellent livre, ce best-seller qu'est les 21 lois irréfutables du succès, du leadership. Et à la pause, il y a un des auditeurs de la formation qui l'a approché et qui lui a demandé « Monsieur Maxwell, vous parlez de 21 lois. 21, c'est beaucoup à retenir. Quelle est la seule loi? Quelle est la seule chose que je dois retenir pour être un bon leader ?» Et John Maxwell a regardé la personne et lui a dit, la seule chose que vous devez retenir pour devenir un bon leader, c'est qu'il y a 21 lois à appliquer. En réalité, John était en train de lui dire que c'est vrai, vous allez apprendre les 21 lois, vous allez appliquer des choses, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à vous seul, vous ne pouvez pas détenir en fait l'excellence dans l'application de ces 21 lois irréfutables du leadership. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez besoin de travailler en équipe. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez besoin de susciter d'autres leaders autour de vous. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez besoin d'aller détecter en fait les talents dont vous avez besoin pour réussir, pour compenser vos faiblesses et pour consolider ce nous-là qui va créer la performance de l'organisation. Alors, je ne vais pas partager 21 lois, ces 21 lois, ces fameuses 21 lois du leadership de John Maxwell. Je ne pourrai pas avoir le temps de les partager ce soir, et ce n'est pas le but de ma communication. Mais j'aimerais simplement prendre le temps pour vous parler de 2 des 21 lois qui, je crois que si vous les appliquez, feront de vous des leaders inspirants
des leaders capables d'élever les collaborateurs, des leaders capables de faire grandir les collaborateurs pour les conduire vers l'excellence. Ces deux lois, ce sont la loi du contact et la loi de la victoire. Je pense que si vous appliquez ces deux lois, cela va vous rendre plus inspirant auprès de vos équipes, plus capable de les motiver et de les faire grandir. Alors, allons-y rapidement. Là, avec la première loi, qui est la loi du contact. La loi du contact dit que les leaders touchent les cœurs avant de demander un coup de main. Les leaders touchent les cœurs avant de demander un coup de main. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire agir les gens sans toucher le cœur par l'émotion. Le cœur vient avec la tête. En fait, tout l'art du leadership, c'est de mobiliser les gens. Or, vous ne pouvez pas mobiliser les gens. Vous ne pouvez pas vouloir que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vouloir que les gens soient performants si vous n'avez pas touché leur cœur. Et c'est pourquoi John dit, il faut chercher à toucher le cœur avant de demander un coup de main. Il faut chercher à toucher le cœur avant que la main n'agisse. Il faut chercher à toucher le cœur avant que le corps n'agisse. Il faut chercher à toucher l'émotionnel avant que l'intellectuel ne puisse se mettre en application. Et pour ça, il faut établir un contact personnel avec les gens. Établir un contact avec les gens, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire simplement quand on est un communicateur, parce qu'il y a beaucoup de personnes, de managers, de dirigeants qui pensent qu'il faut juste développer des techniques d'art oratoire pour savoir haranguer des foules dans des discours ou bien pour savoir bien animer des réunions. Et il y a des gens qui ne sont en contact qu'avec leurs coéquipiers que lorsqu'ils ne font que des réunions de groupe. Cela ne passe pas avec les individus. Il faut toucher individuellement, personnellement chacun de vos collaborateurs et c'est comme ça que vous allez arriver à les inspirer. Quelqu'un a dit que pour pouvoir impressionner les gens, on peut être à distance, mais pour pouvoir impacter les gens, il faut être plus proche d'eux. Et de manière concrète, comment je forme les managers, quand j'enseigne le leadership ou quand j'accompagne les gens dans des processus de coaching, je leur enseigne toujours cette technique que j'appelle le 1 à 1, qui consiste vraiment à établir dans son agenda des plages horaires où le manager va s'asseoir avec son collaborateur pour pouvoir prendre le temps de discuter, prendre le temps d'établir le contact. Et ça fait partie ça fait partie des 4 outils que j'enseigne dans ma formation, le Manager 2.0. Ces 4 outils sont le 1 à 1, le feedback, la délégation et le coaching. Et le 1 à 1, c'est vraiment la structure qui va créer l'ossature de votre leadership, parce que le leadership commence par l'établissement du relationnel. Et quand, de façon régulière, il est conseillé de le faire de façon hebdomadaire, vous prenez le temps de créer cet espace pour pouvoir communiquer dans un espace privé, dans un temps d'échange, dans un temps d'ouverture avec le collaborateur. Vous faites ce que Cédric Watine appelle connaître ce qui se passe dans la tête et dans le cœur du collaborateur. Et c'est ainsi que vous pouvez mettre en application la loi du contact. Et à chaque fois que je le dis à certains managers, ils vont toujours me répliquer que oh, monsieur Zébi, mais vous savez que déjà on est occupé. Avoir une réunion récurrente toutes les semaines, 30 minutes avec chacun des collaborateurs. J'ai 10, 15 collaborateurs individuels. Ça, ce n'est pas techniquement possible. La réalité, c'est que vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas payer le prix pour impacter, pour influencer. Vous êtes en train d'échouer au niveau de la loi du contact. Donc, il est vraiment fondamental de pouvoir établir une relation privilégiée, parce que plus la relation et le contact avec l'individu sont forts, plus il y a de chances que la personne devienne un suiveur et qu'il vous reconnaisse vraiment comme leader. Et la grande erreur que beaucoup de managers, de dirigeants commettent, c'est qu'ils se disent que c'est au collaborateur de venir à moi, c'est pas moi de créer le contact, sinon c'est comme si je force et que je veux violer son espace privé. Vous êtes en train d'avoir en fait toute la philosophie qui vous fera échouer complètement au niveau de la loi du contact, parce que vous devez savoir que en tant que leader, vous avez la responsabilité du contact. Et donc, j'aimerais rapidement que vous preniez un temps pour réfléchir aujourd'hui. Si vous devez vous évaluer de 1 à 10,
Où en êtes-vous avec chacun de vos collaborateurs au niveau de la loi du contact? La note que vous allez vous donner entre 1 à 10 au niveau de comment est-ce que vous avez établi la connexion personnelle avec chacun, cela dénotera déjà du niveau d'inspiration que vous manifestez auprès de ce collaborateur-là. Deuxième loi dont je voudrais parler, c'est la loi de la victoire. Vous savez, un de mes managers m'a dit, vous savez que moi, j'ai eu une expérience dans pratiquement toutes les entreprises où je suis passé, j'ai toujours travaillé dans des contextes de lancement d'activités ou de création d'activités. Et quand vous lancez une activité, comme j'aime à le dire, et ça c'est le cas de NovoJob que j'ai eu à lancer avec juste une slide, il fallait vraiment tout développer. C'est vrai, il y avait la technologie, mais l'approche locale, les équipes, comment est-ce qu'il fallait approcher le marché, tout ça, il fallait le développer. Et avec un produit qui était totalement novateur, des équipes qui ne sont pas formées à ce produit. Et quand vous avez ce contexte de travail, vous avez des gens qui ne sont pas habitués à gagner, ne sont pas habitués à avoir du succès parce que tout est nouveau, tout part de zéro, vous partez from scratch. Et il y a un de mes associés qui me disait, Marius, il faudrait que tu prennes l'habitude de célébrer les victoires, même si ce sont des fausses victoires, il faudrait que tu les célèbres. Et ce conseil m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, en tant que leader, j'avais le devoir de créer un sentiment de victoire auprès de mes collaborateurs. Nous sommes sur un marché vierge. Nous sommes en train de vendre quelque chose qui n'a jamais été vendu. Quelque chose que nos potentiels clients ne connaissent pas. Et quand les commerciaux s'en vont à la chasse, il faudrait que quand ils reviennent, ils puissent avoir des mots d'encouragement. Souvent, ils ne viennent pas avec des bonnes commandes, mais souvent, j'étais en train de les féliciter parce que j'étais en train d'appliquer ce principe de célébrer l'infime et la petite victoire. Pourquoi? J'ai compris plus tard que cela contribuait à les insérer dans ce que j'appelle le cercle vicieux de l'efficacité. Et ce cercle vicieux de l'efficacité, ça consiste à faire quoi? À les encourager. Plus on les encourage, plus on va les faire gagner en confiance. Plus on les fait gagner en confiance, plus ils vont être en même de créer des initiatives. Plus ils vont être en même d'envoyer des initiatives, plus ils vont générer des résultats. Et plus ils génèrent des résultats, plus ils vont être encouragés et avoir de la confiance, créer des initiatives, créer des résultats. Et c'est d'échec en échec qui vont aller jusqu'au succès. Vous voyez, emmener les collaborateurs dans un sentiment de victoire, c'est la responsabilité du leader. Et c'est pourquoi John Maxwell parle de la loi de la victoire. Il dit que les leaders trouvent le moyen de faire gagner les équipes. Chers leaders, chers managers, trouvez en chaque occasion le moyen de faire gagner vos équipes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer les yeux sur les obstacles, sur les tares, sur les défauts, sur les carences. Je suis en train de dire que c'est un choix d'orientation. Oui, il faut choisir de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Si vous le voyez à moitié plein, vous avez raison. Si vous le voyez à moitié vide, vous avez aussi raison. Mais qu'est-ce qui est plus bénéfique pour vous? Qu'est-ce qui va susciter l'encouragement? Qu'est-ce qui va aider le collaborateur à l'engager dans une boucle, dans ce que j'appelle le cercle vertueux de l'efficacité? C'est lorsque vous allez avoir sans cesse le réflexe de l'encouragement, de l'empowerment. C'est pourquoi quand les managers me disent lors des formations ou bien pendant le coaching que mes collaborateurs ne sont pas autonomes, je leur confie des tâches, ils ne sont pas performants, ils ne réussissent à ne rien faire, tous les jours ils échouent, je leur pose une simple question. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils deviennent autonomes? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils deviennent des gagneurs? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils deviennent des tueurs, comme vous souhaitez qu'ils soient? Tant que, en tant que leader, vous n'avez pas élevé le niveau du collaborateur pour lui donner la permission de gagner, vous n'avez pas fait votre travail de leader et de manager. Alors, il y a une chose aussi qu'il est important de comprendre pour bien appliquer la loi de la victoire, c'est surtout comprendre que l'échec fait partie du processus. Et vous devez vous réconcilier
avec l'échec, si vous voulez être quelqu'un qui est capable de développer l'autre. Parce que c'est sur la base de l'échec que vous allez l'engranger, ce collaborateur que vous cherchez à développer, que vous l'avez l'engagé dans le processus d'apprentissage et de développement. Donc, trouver le moyen de faire gagner l'équipe, c'est équiper le collaborateur pour la victoire. C'est investir dans sa formation. Et là encore, dans ma formation, le manager 2.0, je parle de tous les processus qu'il faut mettre en place, les techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir euh, euh, transmettre des compétences, accompagner le collaborateur jusqu'à la croissance avec les compétences justement nécessaires qu'il faut pour en tant que manager coach. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que en tant que leader, vous devez poursuivre la victoire. Et c'est si vous poursuivez la victoire que vous allez créer un environnement pour donner, pour faire comprendre à vos collaborateurs qu'ils doivent en chaque occasion voir une occasion de victoire. Parce qu'en étant constamment en train de rechercher la victoire, vous les conditionnez pour qu'ils deviennent meilleurs et que pour qu'ils deviennent beaucoup plus efficaces. Alors, j'aimerais juste m'arrêter là avec ces deux lois, la loi du contact et la loi de la victoire. Plus vous allez mettre en application ces deux lois, loi du contact et loi de la victoire, plus vous serez un leader inspirant et cela va vous emmener à avoir une posture de manager coach. La posture du manager coach, c'est le manager qui sait fixer le cap, qui sait diriger, mais c'est le manager aussi qui prend soin des personnes qu'il dirige en ne les laissant pas sur le bord du chemin. Il prend soin pour les faire grandir, pour qu'ils deviennent des personnes capables d'emmener la victoire. Le manager coach, c'est celui qui sait inspirer, qui sait investir son temps pour développer chaque collaborateur. Parce qu'il est conscient qu'il y a de richesses que d'hommes. Et il est conscient que c'est la multiplicité des idées, le développement du talent de chaque collaborateur qui va créer l'intelligence collective qui est capable de porter l'organisation haut. J'aimerais, pour conclure ce thème, nous dire que plus nous aurons des managers inspirants à des fonctions d'encadrement, plus nous pourrons créer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, créer et non pas chercher à recruter tels quels des produits finis, mais créer des collaborateurs qui pourront être capables de répondre aux enjeux du business. Et c'est ça l'art du leadership humaniste. L'art du leadership humaniste, c'est être ce leader inspirant, appliquant la loi du contact, appliquant la loi de la victoire, créant un environnement de bien-être, mais aussi menant toutes choses pour conduire vers l'excellence et pour conduire vers la performance. Merci d'avoir suivi cette série de conférences et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'être des leaders inspirants pour motiver et surtout pour élever vos équipes afin qu'elles deviennent des équipes capables de répondre aux enjeux du business de notre temps. Je vous remercie.